Salut à tous, 2023 est déjà là, c'est l'heure pour moi de vous souhaiter une excellente, une très bonne, une magnifique année. Bonne année à tous, il paraît qu'on a jusqu'à fin février pour souhaiter les choses, alors c'est le moment de le faire. Ça fait un moment que je n'ai pas posté de vidéo sur la chaîne de l'atelier, ni réellement donné d'informations sur l'avancement de ce projet. Il s'en est passé des choses depuis le Covid, ça tout le monde a pu s'en apercevoir. C'est pas forcément facile tous les jours, on essaye de garder le moral, mais on va revenir en force cette année. Alors évidemment, les dernières vidéos c'était dans le bâtiment, là on n'y est pas encore, on n'est pas encore retourné dans la grange. J'ai ajusté un petit peu mes projets, je vais vous développer ça un petit peu. Vous pourrez me donner vos avis en commentaire, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne toujours, à activer les notifications pour avoir les prochaines vidéos. Il y a eu beaucoup de conséquences liées au Covid, notamment en termes de réalisation de travaux. Sur l'avancement, ça n'a pas été forcément très facile de gérer et d'organiser ça. Il y a eu un choix à faire sur les priorités, et aussi, comme beaucoup d'autres personnes, des remises en question sur ce que nous voulions faire. Chacun a ses priorités de vie, et forcément, il faut s'adapter. Ça, je le répète souvent, je le dis toujours, mais s'adapter, c'est ce pourquoi on est fait. Évidemment, c'est toujours bien plus facile à dire qu'à faire. Alors, cette année, nous allons revenir en force sur la chaîne, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On va faire exploser cette chaîne. Conseillez-la donc à vos amis sur Facebook, YouTube, sur Instagram, sur LinkedIn, sur TikTok, sur tous les réseaux. Je compte sur vous pour le faire. Vous avez des boutons de partage sous la vidéo. Alors, n'hésitez pas, faites-le dès maintenant. Vous prenez un instant et vous partagez. Le partage, ça se fait aussi en dehors des réseaux sociaux. Alors, n'hésitez pas autour du café, près de la machine, aussi à en parler, en discuter. Tu as vu la chaîne de l'atelier MDS? Après 2 ans, il a publié une nouvelle vidéo. C'est un gars, il rénove une grange, le projet est fantastique. Il veut faire un atelier de sculpteur, des résidences et tout et tout. C'est du boulot, hein? Ah ouais, effectivement, c'est super comme projet, blablabla. Oh, montre-moi, vas-y. Ah ouais, je vais m'abonner. Super, oh, je m'abonne. Allez, tac. Voilà, ça se fait aussi comme ça. Pour redevenir un peu sérieux et reprendre le fil de ce qui s'est passé depuis ma dernière vidéo sur l'atelier, qui remonte maintenant à août 2011. Après la pose d'un petit éclairage solaire, je vous avais fait la vidéo d'une dalle béton. Une base solide pour de l'avancement. Et oui, le temps passe très très vite. Pour être franc, j'ai eu beaucoup de mal à avancer dans les travaux, et même en faisant appel à des artisans. C'est ça qui est aussi très délicat. Pour pouvoir avancer, je devais avoir mes 2 dalles béton. J'en ai eu une sur les 2. C'était évidemment celle dont j'avais le moins rapidement besoin, mais bon, elle m'a servi quand même. Vous allez le voir prochainement. Bon, en fait, ça se fait relativement vite. Mais, épidémie oblige, il y a eu donc le maçon qui est tombé malade. Je n'ai pas eu ma 2e dalle, qui était finalement celle dont j'avais le plus besoin pour avancer. J'avais laissé couler à ce moment-là, voilà, le temps que tout le monde se remette, parce qu'il y avait aussi d'autres priorités, c'est-à-dire que la santé, c'est quand même une priorité. Et c'est quand même mieux de l'avoir pour tout le monde. Donc au final, j'avais eu une dalle sur les 2 qui avait été coulée. À savoir, une toupie, c'était quand même difficile à avoir. Ça, c'était pas mon problème. J'avais choisi justement de déléguer pour pouvoir aller plus rapidement, et puis pas avoir tous ces problèmes d'avancement. Donc, au final, j'ai eu mes 2 dalles béton. La voici, la voilà. La fameuse dalle. Avec pas mal de bazar que j'ai rajouté derrière. Donc, je vous montrerai prochainement, on fera une petite visite de la 2e dalle. Ça nous sert de support, donc c'est très bien pour avancer pour la suite. Dans un même temps, j'en ai profité pour avancer sur les devis. C'est-à-dire que j'ai fait faire des devis à des artisans, j'ai fait faire des devis à des entreprises, par exemple pour les portes des granges, pour que ce soit pas ouvert à tout vent. Vous l'avez vu, il y a des grandes ouvertures, les portes sont énormes. Là, vous avez la façade du bâtiment, donc qui s'étend quand même sur une longueur importante, et l'ancienne porte, donc qui avait été rafistolée avec des tôles, qui est en bois. Enfin, c'est un petit peu c'est un petit peu casse-gueule. Eh bien, c'est ça qu'il faut remplacer. C'est des ouvertures qui sont vraiment pas communes, c'est-à-dire que c'est du sur-mesure qu'il faut faire, ou alors adapter le format et donc réduire ces ouvertures pour pouvoir y adapter du standard. Et donc avant de pouvoir réellement travailler et apporter du matériel dans le lieu, il faudra rendre fonctionnelles ces ouvertures, c'est-à-dire qu'elles puissent être ouvertes et fermées correctement. Alors c'est vraiment pas un secret, je pense que vous en avez tous autour de vous, les artisans ils sont débordés, mais les devis sont devenus quand même exorbitants. Ça c'est une petite surprise, parce qu'au final on n'est jamais sûr que le travail soit bien fait, et quand bien même il est bien fait, il y a toujours des petites surprises, des imprévus,
qui se rajoutent au timing et c'est n'importe quoi. Jusqu'à présent, les chantiers que j'ai pu voir, ça se passe rarement sans surprise. Du coup, j'ai attendu 1 an que le maçon veuille bien me couler cette seconde dalle béton, ou trouve bien le temps de le faire, ce qui finalement a été fait, plus ou moins correctement. 3 000 € pour une dalle, c'est un budget. Ensuite, j'avais déjà fait passer le couvreur pour la toiture. Vous voyez, c'est tout joli, c'est tout beau, c'est fait en ardoise, mais a priori, on ne pourra pas laisser ça comme ça. Mais, bien sûr, elle fuit, alors je ne m'en sors pas. J'en suis à me demander s'il ne faut pas changer la totalité de la toiture, parce que refaire passer le couvreur 3 fois en une année, ça me prend un budget que j'avais pas prévu, évidemment. J'ai l'impression de gaspiller mon argent. Les fuites sont comblées, mais finalement, d'autres apparaissent, soit au même endroit, soit à côté. Il faut recommencer. Et donc là, pour le moment, j'ai arrêté. J'en suis à l'étape où on met des casseroles partout. Et je me dis qu'il faudrait tout reprendre. Alors, c'est pas si simple. On va en parler, on va détailler ça un petit peu dans la partie devis de cette vidéo. Et vous allez comprendre que, il n'y a pas beaucoup de choix non plus. Le nerf de la guerre, ça aussi, c'est connu, ça a toujours été l'argent. C'est rigolo parce que ça demande du temps à être gagné, c'est très vite dépensé, au final il reste plus grand chose et on a toujours des dépenses supplémentaires qui viennent se rajouter. Ça, on peut pas se mentir. Pour trouver des sous-sous, il faut bosser, prendre un crédit si c'est possible, ou demander des aides. Dans un premier temps, j'avais donc choisi de faire supporter mon projet via la plateforme KissKissBankBank. C'était un projet participatif avec des contreparties pour financer donc la rénovation de la grange, pour la mise en place d'ateliers. Pour moi, ça a été un échec. Je vais vous dire pourquoi. En fait, en lançant ce type de financement, je pensais pouvoir regrouper de ma communauté assez de monde, assez de contributeurs pour arriver au palier que je m'étais fixé, qui était un palier vraiment très très bas, et qui en soi, pour ce type de travaux, n'est pas vraiment foufou. Je m'étais fixé un peu moins de 11 000 €. Pour ça, évidemment, j'avais prévu des petites contreparties qui me semblaient très accessibles. Je vous avais demandé sur ma chaîne principale les tarifs qui auraient été les plus avantageux et auxquels vous auriez été susceptible de participer. Ça, notamment pour la mise en place de stages. Et c'était vraiment à prix cassé. Alors étonnamment, après le lancement de la campagne, j'avais eu beaucoup de demandes sur ce type d'atelier, pour des accompagnements personnels, pour la réalisation de moules, pour la réalisation de modelage. Et donc c'était très stimulant. Mais à ma surprise, ce qui s'est passé a été un peu étonnant. J'ai eu des contributeurs qui ont bien donné, sans aucune contrepartie. Ça, c'est magnifique, mais j'ai eu très peu de réservations d'ateliers. Et ça m'a permis de lever 13% du budget que je m'étais fixé, soit 1 365 €. Comme le montant total n'a pas été atteint, le financement finalement a été annulé et chacun a récupéré ses fonds. Chaque contributeur a été remboursé. Ce que j'en tire un petit peu comme leçon, en analysant un petit peu ça, c'est qu'il y a une grande part de contributeurs qui n'en ont rien à faire des contreparties. Ça, c'est exceptionnel, parce qu'ils donnent sans rien demander en retour. Donc tout simplement, bravo. Ils trouvent juste le projet chouette et ils veulent le soutenir, c'est magnifique. Et d'autre part, il y a une grande majorité de personnes qui gravitent autour de ce projet, et une autre partie qui reste spectateur, qui dit que c'est génial, qui attend de regarder, et qui ne contribue pas du tout à l'évolution du projet. Je peux comprendre chaque vision un petit peu de chaque groupe, mais là où je comprends moins, en fait, c'est là où les gens font la démarche de demander les ateliers et ne s'y inscrivent pas. C'est-à-dire qu'ils sont intéressés, ils demandent le prix, ils veulent participer, mais au final se retirent là où les prix sont les plus attractifs. Et c'est là où ils pourraient en profiter le plus. Bon, ceci étant, le financement participatif a été caduc, n'a pas fonctionné. J'ai donc revu un petit peu ma feuille de route pour l'évolution du projet et la rénovation du bâtiment. Sur ma chaîne principale, vous avez été nombreux à écouter un podcast sur l'AIA, c'est l'aide à l'installation des artistes. Je vous invite à écouter ce podcast, il est très intéressant et puis il peut vous aider si vous avez des besoins pour un financement d'atelier. C'est une aide à l'installation, c'est une aide pour financer des ateliers d'artistes et qui peut prendre jusqu'à 50% du budget nécessaire à la fabrication, à la réalisation ou à l'aménagement d'un atelier d'artiste. Donc ça, c'est une aide qui est plutôt non négligeable et qui est plutôt super lorsqu'elle fonctionne. Donc pour ma part, j'ai fait un dossier à la DRAC de ma région. Et il fallait évidemment un petit délai d'analyse du dossier pour savoir si oui ou non il serait accepté. De fil en aiguille,
on a retardé les travaux, parce qu'il n'y avait pas finalement la possibilité d'avancer les frais. Quand bien même j'aurais eu l'argent pour avancer ces frais, c'était pas possible. Il n'était pas possible d'avoir un remboursement sur l'achat des matériaux ou sur les prestations de services qu'on demandait à des artisans. Donc comme il fallait attendre plusieurs mois, j'ai pas réellement avancé de ce côté-là. J'ai fait d'autres choses. Mais le résultat, là aussi, n'a pas été très heureux parce que le dossier a été refusé. Je ne sais pas pourquoi. Il n'a pas été retenu. Et je me retrouve maintenant avec beaucoup de temps perdu. La guerre en Ukraine qui se rajoute avec son lot de contraintes, hausse du prix de l'énergie, répercussions sur les prix, matières premières un petit peu trop chères. Donc en gros, la hausse du prix des matériaux se rajoute aussi en tant que problème. Pour faire les travaux, vous avez donc compris que c'est pas très propice pour l'instant. On n'est pas dans une période idéale. Donc ça, je l'ai bien compris, mais on ne pourra pas non plus attendre des années que le temps file et qu'il ne se passe rien. Donc là encore, je vais m'adapter et trouver des solutions pour pouvoir avancer. Ensuite, si vous me suivez sur la chaîne principale, vous avez pu voir que j'ai fait des voyages en Corée et que j'ai fait 2 expositions cette année qui étaient vraiment top. La Corée, c'est quand même très très sympathique. Vous avez d'un côté le côté ville qui vient en confrontation avec la tradition. Des gens qui sont très très gentils, très bienveillants, et une culture tout à fait exceptionnelle. Super expérience, travail dont je suis très fier. Je vous mets un petit lien des expos, n'hésitez pas à me donner votre ressenti, et puis laissez-moi un petit commentaire, ça me fera plaisir. Pour préparer ça, j'ai pas le don d'ubiquité, donc il fallait bien aussi mettre de côté certains projets. Et au final, nous voici maintenant en 2023. Le temps a passé à une vitesse incroyable. Des événements plus ou moins heureux. Et on se retrouve maintenant ici, aujourd'hui, sur cette vidéo. Donc je vous l'annonce, 2023 sera l'année où ce projet avance. Je vous annonce donc d'ores et déjà que des vidéos seront publiées début mars. On va reprendre les tournages, on va reprendre les travaux, de la vidéo et puis des travaux, et dès qu'on le peut, de la création. Il y a beaucoup à faire, ça va être très chouette. On ne va pas rester inactif non plus du côté des ateliers, c'est-à-dire qu'on ne va pas se dire ça marche pas, on va les mettre en fonctionnement. Il faut qu'il y ait un peu d'émulation, un peu de créativité, donc on va mettre ça en place pour cet été. Parce qu'on aura au final quand même un toit au-dessus de notre tête, même s'il y a quelques gouttières, et on aura aussi 4 murs pour nous abriter. Vous aurez donc proposé cet été des ateliers de modelage, des ateliers de moulage, de la poterie, de l'accompagnement personnalisé. Pour ceux qui le souhaitent, on pourra faire une initiation à la poterie sur le tour. On va faire du modelage en sculpture, donc de la céramique aussi, en coulée barbotine. On aura aussi, donc ça c'est pour la production en série, et on aura aussi donc la sculpture, le modelage traditionnel, avec les principales techniques pour reprendre les bases. Vous pouvez prendre contact avec moi directement par email, je vous mets un lien sous la vidéo, on prendra rendez-vous, je vous ferai des devis personnalisés, ou bien vous aurez accès à la grille tarifaire. Et on va s'organiser pour que vous puissiez réserver d'ores et déjà. Pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu du coût que peut représenter la rénovation d'une grange et la mise en place d'un atelier, je vais regarder avec vous quelques devis. Je pense que c'est à la fois intéressant pour les personnes qui font de la rénovation, mais aussi pour ceux qui n'en font pas, pour se donner une idée du coût. Et aussi c'est super intéressant pour comparer les idées et les méthodes. Pour ces devis, il faut considérer que le prix est en augmentation, ils ont été faits il y a quelques mois, et évidemment, donc, il y a des majorations qui vont être effectuées. Ça, on ne pourra pas passer à côté avec les prix qui sont en augmentation. Commençons par la toiture. Pour la révision d'un pan seulement, une toiture en ardoise du pays, qui doit venir sans doute de Travassac, ça me coûte 600 € le passage du couvreur. Donc là, vous avez la facture donc, du couvreur, donc pour la révision de la totalité de la toiture. Donc là, c'était sur tout le bâtiment. On arrive à 1287 €, donc ce qui était une somme assez importante. On a eu une deuxième facture, donc pour la révision cette fois-ci, donc c'est une révision annuelle, donc qui est beaucoup plus basse cette fois-ci, mais bon, qui est, comme je vous le disais, qui est à répétition, donc il faut envisager.
Et elle se situe à 544,50 €. Donc ça nous fait quand même un tarif élevé. Alors c'est pas tant le tarif, c'est plutôt que l'accumulation fait que ça devient élevé. Après, les artisans, ils appliquent le tarif qu'ils veulent. Si on est prêt à payer, on paye, c'est tout. Donc, voilà où on en est actuellement pour la facture de la toiture. Si je veux bien faire, il faudrait qu'il passe une fois par an. Mais là, le problème, c'est qu'il devrait passer 3 fois. Parce qu'il y a des fuites ici et là, voilà, la toiture est assez vieille, il y a eu des petites restaurations, mais ça tient pas correctement. Donc continuer comme ça, à mon sens, c'est pas une solution. Donc je serais un idiot. Je préfère poser des casseroles pour le moment et me préparer à changer la totalité. Voilà un petit peu comment il pleuvait la dernière fois. Dedans. Ou encore prendre une option de tout bâcher pour une durée indéterminée. En envisageant de refaire un pan de la toiture simplement moi-même, rien qu'en matériaux, j'en aurais pour plus de 5 000 €. Avec des bacs acier tout simples, ce type-là, tout beau tout moche, sans compter l'outillage, ni l'échafaudage, ni les rives, les vis et le reste. Pour vous dire, si je prenais la solution isolée, donc des panneaux sandwich, polyuréthane intérieur, toujours type bac acier, c'est très bien parce que ça isole et ensuite c'est étanche, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux au niveau environnemental, parce que le polyuréthane est un léger polluant quand même, mais au moins ça nous évite de faire deux actions différentes, donc d'isolation et de couverture. Là, on monterait à minimum 12 000 €. Faire appel à un artisan, c'est faire appel à un professionnel, donc qui sait ce qu'il fait. C'est une économie de temps, mais aussi ça peut être une économie d'argent pour éviter les ratés. La qualité est censée être pro. Mais bien sûr, au prix des matériaux, il faut rajouter la main-d'œuvre. Tout travail mérite salaire, c'est normal. Donc là, je parle juste du toit. Un pan. Si on doit faire les deux pans, il faut au moins multiplier par 2. Pour les portes, on a des dimensions qui sont un petit peu hors normes. Donc vous le voyez sur la porte de la grange qui est en orange, légèrement ouverte. On a ici 2 battants et plus une ouverture en haut qui a été calfeutrée avec des planches. Mais en fait, c'est une seule porte. Le linteau n'est pas du tout un linteau correctement réalisé. Donc il va falloir revoir ça et donc on va voir comment on ajuste. Mais donc du coup adapté pour des dimensions plus acceptables. Donc il faut du sur-mesure. Après passage d'un professionnel pour les portes, on en a déduit que d'avoir tout d'un seul tenant, c'était pas possible. Il y a une trop forte prise au vent. Et d'autre part, au niveau du budget, c'était transcendantal. On dépassait tous les sommets. Alors d'un côté, j'envisage une baie vitrée, une baie coulissante, traditionnelle, standard. Comme ça, on pourrait bénéficier d'une belle ouverture avec plein de lumière, et c'est idéal pour travailler. Et de l'autre, un rideau métallique type industriel, type de garage. Motorisé, ce serait encore mieux. Voici ce que j'envisage. En fait, je voyais pas mieux comme solution, parce qu'en fait, on peut faire passer un camion, on peut faire entrer et sortir de grands volumes. Donc en soi, c'est ce qu'il y a de plus pratique. Au niveau sécurité, au niveau structure, solidité, je ne sais pas si c'est le mieux ou s'il existe autre chose. En tout cas, si vous connaissez d'autres moyens, vous pouvez me le mettre en commentaire, ça va m'aider. Pour les 2 petites portes, des montants en alu avec une petite vitre serait pas mal. Mais ça chiffre quand même à la louche. 3 000 € hors taxe la porte, 4 000 balles hors taxe la baie vitrée, et 3 000 € hors taxe le rideau type garage. Chaque élément serait réalisé avec la pose. Donc ici on a le détail pour différentes possibilités, donc sur les petites portes et sur les baies coulissantes. Alors évidemment j'ai demandé comment on peut dire ça, 2 ouvertures différentes pour faire varier les prix. On a aussi ici donc le total qui est mentionné. C'est ce qui serait proposé en fait pour 2 alternatives de configurations différentes, donc d'ouverture à 2 vantaux ou à 3 vantaux. Voilà, donc ça fait un peu cher le truc. Ici, on a une estimation donc sur une autre entreprise qui propose
la fabrication de vitres. Donc là, c'est à moi à faire le châssis, c'est à moi à faire la pose. Il y a juste la vitre qui est proposée. C'est une solution que j'envisage fortement pour au moins une des portes qui est petite et de la mettre tout en vitré, en condamné finalement, pour laisser bien rentrer la lumière et puis avoir une sorte de vitre au niveau du sol. À compter dans le budget, la totalité de l'électricité est à refaire. On a une installation qui est avec des plombs, c'est des trucs anciens. Ça avait été déjà revu, mais pour plus de sûreté, il vaut mieux tout enlever et tout refaire, tout neuf, tout propre, tout bon. Là, on va se chiffrer dans les 8 000 € minimum. Donc on a tout l'éclairage, donc toutes les prises, tous les interrupteurs à remplacer, les LED à installer, donc que ce soit des ampoules ou des panneaux ou des plaques, tout à vérifier pour que ce soit fonctionnel et puis surtout qu'on ait assez de courant pour pouvoir faire marcher les machines. Pour le mode de chauffage, actuellement on était au fuel. On a 2 cuves fuel qui sont sous l'habitation, la chaudière aussi. Les types de chaudière fuel vont être remplacés dans la totalité dans les prochaines années, c'est pas non plus la bonne option. On a aussi les odeurs de fuel qui remontent dans l'habitation, c'est pas génial du tout, et tout ça je ne le veux pas. Donc on va remplacer le système, soit du tout électrique, c'est vers là que je m'oriente plutôt, soit vers une pompe à chaleur, mais ça il faut que je me renseigne, je sais qu'il y a des aides, mais si c'est pour que le dossier soit encore refusé, on va pas le faire. Ça c'est pour le plus gros. Ensuite on a tout ce qui est papier peint, aménagement, peinture, tout ce qui va être plomberie à revoir, tout ce qui va être mobilier pour faire un meublé, et aussi l'aménagement donc des ateliers avec les différents supports, les différents ateliers, parce que ce sera par pôle. Tout ça est donc très cher pour pas grand chose, pour juste avoir la base, et donc c'est à prendre en compte pour cette rénovation. Vous voyez que ça représente quand même un budget qui est conséquent, et tout ça pour un lieu qui ne sera pas habité réellement, et qui sera plus à destination d'être fonctionnel et un lieu de travail. Ça pose donc la question suivante: est-ce que mon projet est viable? Est-ce qu'il nécessite autant d'investissement? Est-ce qu'il ne faut pas le moduler autrement? Tout du moins, est-ce que les priorités pour moi sont les bonnes? En plus, je le redis, on n'est pas forcément sorti de l'auberge avec la hausse des prix, qui vient se rajouter à la hausse du tarif des matériaux. En gros, tous les prix sont en train de flamber, et ça pose quand même un petit souci. Et ça aura forcément un impact sur l'avancement. Pour ça, on est un peu dans une période d'incertitude. Petite solution que je suis en train d'étudier, étant donné que j'ai une toiture de malade, orientation plein sud, je suis en train de voir si mettre des panneaux solaires pour revendre l'électricité ne serait pas une bonne solution. Soit pour tendre vers l'autoconsommation, avec une autonomie en énergie électrique, soit pour rentabiliser des travaux et faire un apport pour la rénovation. Là, je suis en plein dedans, j'étudie un petit peu les différentes possibilités. Si vous avez des noms de sociétés ou des entreprises qui sont spécialisées là-dedans, que vous connaissez et qui sont fiables, parce qu'il y a aussi beaucoup d'arnaques, vous pouvez les mentionner en commentaire, ça m'aidera bien. Parce que mine de rien, en fait, l'installation, la mise en place, tout ça, ça a un coût aussi. Et est-ce que c'est réellement rentable? Je n'en sais absolument rien pour l'instant. Je sais que ça fonctionne très bien, que ça alimente très bien le réseau, que ça peut alimenter et recharger des batteries, qu'on peut aller vers l'autoconsommation, mais généralement qu'il y a beaucoup de surplus qui peut être remis sur le réseau. Mais est-ce que c'est réellement avantageux? Ça, je ne saurais pas le dire. S'il y a une possibilité de revendre un petit peu d'énergie pour financer les travaux, ça serait une bonne opportunité. Ensuite, il y a la partie habitation que je vous ai fait visiter et que je voulais transformer en bureau. Alors là, vous avez la cuisine donc, qui va être totalement défoncée. En tout cas, donc, on va enlever tout ce qui est papier, tout ce qui est pas correct. Et ensuite, donc, il y a d'autres espaces à traiter. Donc le salon qu'on avait bien commencé. Là, c'est l'entrée. Donc c'était la chambre tout à l'heure, pardon. Ici, c'est le salon. Donc on a bien poncé. Et là aussi, il faut envisager de mettre des radiateurs, des chauffages différents, papiers différents, ambiance un peu différente, un petit peu moins vieillotte. Voilà. Donc ça, c'est à faire. Ensuite, on a tout ce qui est côté chauffage, tout ce qui est
aménagement, mais ça viendra après. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à revoir dans le bâtiment. Ce qui va me prendre le plus de temps, je pense, c'est chauffage et puis fenêtres aussi peut-être. Je ne sais pas, les fenêtres, j'ai pas réellement fait faire de devis parce que j'aime bien les fenêtres actuelles, mais il faudra soit faire du double vitrage, soit faire un survitrage. Ça, on va le voir au moment où on posera une VMC ou une hotte. Changement de plan, elle va bien être restaurée, rénovée, mais on va aller à l'essentiel et on va la destiner plutôt à la location. J'avais prévu au départ de transformer tout l'espace en bureau pour faire un espace convivial, voilà, de travail, mais au final, tout ce qui est administratif, je le fais déjà chez moi et il y aura assez de place dans le côté grange pour s'aménager un petit bureau, un petit espace administratif pour faire toute la paperasse. Ce que je compte faire, c'est donc proposer à la location la partie habitation, pour avoir des loyers qui me serviront ensuite à avancer sur les travaux de l'aménagement de l'espace grange, et donc pouvoir avancer sur les ateliers. Sinon, je vois pas trop comment je pourrais avancer et financer tout ça. Donc, a priori, les prochains travaux que vous devriez voir seront sur l'habitation. Donc, j'ai commencé la cuisine, là vous voyez le mur sans papier peint, quelques trous rebouchés, ça a commencé. Et vous verrez la suite un petit peu plus tard. Avec un peu de bricolage dans le côté grange, pour continuer à nettoyer un petit peu l'espace, et faire des plans d'aménagement. J'ai pas mal d'affaires non plus à déménager, donc il faudra trouver des espaces pour ça, qui soient propres et qui puissent convenir pour entreposer des machines, des meubles ou autres objets ou autres sculptures. Dans le côté habitation, je vais donc commencer par l'essentiel, là où on mange, la cuisine. Ensuite, je pense passer à la salle de bain toilette, et enfin j'aménagerai salon et chambre, en espérant ne pas trop avoir de complexité dans tout ça et pas trop trouver de mauvaises surprises. Une autre chose aussi qu'il faudra faire et s'occuper, ce sera sous l'habitation, au niveau rez-de-chaussée, enlever tout l'isolant qui est déjà en place, et qui est un isolant polystyrène. Je crois que je vous ai pas encore montré, mais c'est à voir. Et voir comment je peux assainir tout ça. Il y a un peu d'humidité. La pièce était fermée au départ. Les odeurs et les vapeurs de fioul étaient un petit peu persistantes. Côté grange, précédemment j'ai mis un évier en place. Il me reste toute la tuyauterie, alimentation et évacuation à mettre en place. Donc là c'est la pose de l'évier en céramique, donc c'était assez lourd à porter. Bon, ça c'est une chose, mais du coup il est en place. Il n'y a plus qu'à le brancher et lui mettre son mitigeur. Donc pour le moment il ne sert pas à grand chose, il n'est pas du tout fonctionnel. J'ai acheté des plateaux en bois que je vais aménager en tablette murale pour délimiter des zones de travail, et puis des petits comptoirs pour faire nos activités d'atelier. Les joints au sol seront à faire entre les pierres du caniveau. Vous avez vu ce superbe caniveau, ce superbe dallage au sol, ça je trouve ça très très chouette. C'est peut-être pas très très fonctionnel, mais ça donne du cachet au bâtiment. Pour ces joints-là, ça peut aller assez vite. J'hésite encore sur la couleur, je pense que c'est du blanc, un petit blanc cassé, mais on peut colorer ça avec des pigments. Votre avis m'intéresse, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Qu'est-ce que vous proposez? Dans le gros œuvre, j'aurai aussi un mur de soutènement à monter, qui sera en fait une cloison. Et tout ça devrait nous prendre un petit peu de temps. Donc plein de trucs à faire en perspective. Après, au vu des devis, il y a des trucs que je peux pas me permettre. 10 000 balles la porte, c'est pas dans mon budget. C'est trop cher, on est dans un atelier, on va rester pratique, esthétique, mais surtout fonctionnel. Donc ici, c'est la porte que je vous parlais tout à l'heure, où tout le haut va être en polycarbonate et le bas sera sans doute en verre, donc une baie coulissante, afin de récupérer un maximum de lumière et puis d'isoler par la même occasion l'entrée. Comme j'ai besoin de lumière, un petit peu mieux qu'un spot solaire, je pense faire passer l'électricien parce qu'actuellement j'ai pas réellement besoin de jus, il n'y a pas d'abonnement en place. J'ai juste besoin d'un petit peu d'électricité pour les perforateurs et l'outillage, et donc j'utilise un groupe électrogène. Ça me revient au final beaucoup moins cher qu'un abonnement EDF. C'est bête, mais c'est comme ça. Je vais faire un petit peu de ménage dans mes affaires. Je vais certainement vendre pas mal de choses, que ce soit des travaux, des études, des machines ou du matériel. Ça permettra d'une part de faire pas mal de place chez moi et de m'éviter beaucoup de déplacements et de bouger pas mal de choses de l'ancien
locale. Ensuite, ça sera l'occasion aussi pour vous, si vous voulez récupérer des machines à bas prix, pour des imprimantes 3D par exemple, des petites sculptures ou des outils, et aussi des petits trucs chouettes que j'ai trouvés qui pourraient vous intéresser. Je prévois de faire une petite vente et de pas mal brader. On verra sur quelle plateforme. Je vais vous préparer une vidéo là-dessus, quand ce sera carré, bien organisé, pour que je puisse lancer ça. Il y a du tri à faire. J'ai fait à peu près le tour de ce que je planifie de faire. Je vous renouvelle mes vœux pour cette année. Bonne année 2023, plein de belles et bonnes choses pour vous et vos familles. Nous nous retrouvons dans quelques semaines pour une nouvelle vidéo. À très vite! Pourquoi ce projet d'atelier? Suite logique des choses quand on manque d'espace et qu'on accumule. Il devient difficile d'avoir assez d'espace pour travailler, surtout lorsque vous travaillez sur différents projets. Être ici et là, c'est pas tout à fait évident. Donc soit on range, soit on investit un autre espace. Pour moi, généralement, c'est ce qui se passe. Et là, le travail le nécessite. Il faut de plus grands espaces pour travailler plus grand et voire plus ambitieux. Ce projet d'atelier est à la fois un projet très personnel, car je suis le seul à le porter, et aussi un projet que je souhaite vouloir partager. Quand je dis partager, c'est par vidéo d'une part, pour faire un suivi, des souvenirs,
un peu comme un carnet de voyage que vous pouvez consulter. Mais je veux que ce soit aussi un partage humain, accueillir des gens, des personnes pour échanger dans ce lieu. Au niveau de la rénovation, j'aime cette idée de pouvoir partir d'une bâtisse avec une histoire et lui donner une seconde vie. Bien sûr, il y a différents enjeux dans ce projet. Des enjeux de développement entrepreneurial, des enjeux d'épanouissement personnel, construire, apprendre, aller au-delà de soi. Ce sont des valeurs que j'aime porter et que je veux transmettre dans ce projet. Il y a beaucoup de choses que l'on peut montrer en vidéo, que l'on peut apprendre dans les livres ou dans les formations en ligne. Mais souvent, il faut savoir que les techniques et les modes opératoires sont dédiés à une création en particulier. On peut appliquer et décliner les techniques, mais il y a pour chaque création un mode opératoire à choisir pour créer. Et l'application se faisant par le geste, rien de tel que de le faire avec ses propres créations, sur ses propres créations. On apprend toujours mieux et ça a beaucoup plus de sens. Donc c'est pour ça que je veux mettre en place ces ateliers et permettre à chacun de venir se former grâce à des cours et des stages. Le choix de prendre un bâtiment dédié à cette activité est devenu incontournable pour plusieurs raisons. Vous n'êtes pas sans savoir que le processus de création de sculpture génère beaucoup de poussière et de déchets. Que ce soit les impressions 3D, la résine, ou bien le travail plus traditionnel du bois ou de la pierre, et encore plus la céramique, tout ça n'est vraiment pas bon pour la santé, il faut bien le dire. Et arrivé à un certain stade, quand c'est votre métier, les quantités et les manipulations de produits deviennent régulières. Alors faire respirer des vapeurs de résine, polyester ou époxy, ou alors encombrer votre jardin de poussière, là où les enfants jouent, ça ne devient vraiment pas adapté. Si vous voulez prendre soin de votre santé, de la santé des gens qui vous entourent, au sens plus large de votre environnement, il faut un espace dédié et séparé. À ce propos, je vous dirais aussi de ne plus faire d'impression 3D dans votre garage ou à l'intérieur de votre appartement. Les machines qui tournent 24 heures sur 24 dans la pièce d'à côté, quand vous mangez, quand vous dormez, ou simplement quand vous faites votre quotidien, ça n'est vraiment pas bon. Des études ont montré que les vapeurs de filaments d'impression 3D donnaient des cancers à cause des microparticules de plastique qui se baladent dans l'air. Ce type de cancer est mortel. On n'en parle pas beaucoup, mais l'impression 3D va provoquer dans quelques années pas mal de maladies vasculaires, de peau et autres chez les makers intensifs. Vous voyez d'ailleurs de nombreuses machines maintenant qui changent de design. Elles apparaissent avec des caissons au-dessus, avec des filtres à particules. Là aussi, mieux vaut envisager de mettre à proximité des hôtes avec des filtrations adaptées pour l'impression 3D. Une autre raison d'avoir un bâtiment dédié est de pouvoir dissocier sa vie personnelle de sa vie professionnelle. Quand on travaille à son compte, il est difficile d'y arriver si on travaille chez soi. Certains y arrivent parfaitement, et d'autres, c'est plus difficile. Rester joignable tout le temps, être réactif aux demandes des clients, il va falloir couper. Il faut savoir couper. Et l'idéal, c'est d'y arriver. Mais bien sûr, c'est l'idéal. Sachez que dans mon cas, le seul stress que j'ai, c'est celui que je m'impose. C'est à la fois mon luxe et un tourment. Et il n'est pas négligeable, dans un sens comme dans l'autre. Pour en revenir au projet, donc, il a débuté avec la recherche de vouloir s'agrandir, de faire plus de choses et plus grand. Pour pouvoir faire des sculptures monumentales, c'est en partie pour cela que j'ai fait cette acquisition de grange. Ensuite, faire des projets communs avec d'autres personnes, d'autres artistes. Parce que, en soi, il est vraiment très difficile de réussir en tant qu'artiste. Quand vous sortez d'une école d'art, je l'ai déjà évoqué dans différents podcasts, mais déjà si on a le matériel pour construire ses œuvres, c'est déjà génial. Mais avoir un espace où travailler, un local pour artistes, alors là c'est le top. Enfin, le plus dur peut-être reste de trouver une galerie qui vende ses tableaux ou bien des acheteurs potentiels. Mais avant de penser à la vente, il faut quand même avoir des choses à montrer et donc pouvoir produire. Je pense que ça reste finalement le plus important pour l'artiste. Parce qu'il s'exprime et souvent, il en a besoin. Par là, je veux dire qu'il a un besoin. Il a un besoin corporel, il a un besoin psychologique. Il a besoin de produire une œuvre, de produire un travail, une recherche, afin de se sentir bien dans son corps et dans son esprit.
S'il existe beaucoup de structures, beaucoup d'aides financières ou autres, souvent ces aides semblent inaccessibles ou alors toujours occupées par les mêmes personnes. Et pour en avoir fait l'expérience, on a souvent l'impression qu'on ne nous donne pas notre chance. On se pose la question pourquoi lui plutôt que moi. J'ai donc envie de proposer ça sur le moyen terme, proposer cette chance de pouvoir travailler ensemble avec d'autres artistes et pouvoir promouvoir aussi à mon niveau. Un projet a toujours des évolutions et des adaptations à faire. C'est ce que vous voyez qui se passe au cours de ces vidéos et des prochaines qui vont suivre. On décide à peu près dans quel sens on va aller, mais il y a des incidents de parcours et bien sûr des difficultés à mettre tout en place. Le domaine de la culture est vraiment très très étrange. Si vous allez dans les musées, si vous allez voir les expos, en fait au final ça intéresse très peu de monde et au final, même moi qui suis intéressé par les expos, par ce qui se fait dans le monde de l'art, au final, je me force à aller voir quelques expos. J'en vois peut-être de moins en moins avec le temps, je pense. Il y a toujours les mêmes artistes que l'on retrouve un petit peu partout dans le monde. Ce sont les rockstars de la peinture, de la sculpture ou de l'art contemporain. Ils prennent une part de marché non négligeable pour beaucoup de choses. Et en tout cas, c'est bien flagrant en France. La production d'une œuvre d'art nécessite généralement de nombreuses heures de production, d'études et de concrétisation. Le prix de l'œuvre en lui-même, généralement difficile à fixer, est très aléatoire. Voyez des trésors vendus aux enchères à 150 € et des œuvres d'art contemporaines vendues à plusieurs millions. Des œuvres qui paraissent sans réelle valeur historique, sans réelle valeur du tout. Après, le prix que l'on veut accorder à une œuvre est bien celui que l'acheteur est prêt à payer. Je pense que ce projet est à la fois difficile à monter et à faire accepter parce qu'il reste finalement assez privé et intime. Mais c'est comme ça que j'ai fait mon chemin. C'est aussi un de mes torts de ne pas demander d'aide ou de faire des associations. Cependant, j'ai toujours aimé produire par moi-même. Il arrive un moment, on pourrait évoluer. Évoluer serait de savoir déléguer, discuter et produire à plusieurs. Il me reste encore du boulot de ce côté-là. Ça me rappelle mes débuts, je pensais qu'un artiste ne produisait pas ses œuvres lui-même, avec ses mains, n'était pas un vrai artiste. En tout cas, il ne l'était pas pour moi. Mais au final, en prenant un peu d'âge, d'expérience, en prenant du recul, on voit le temps de production d'une œuvre et le temps qu'une idée peut mettre à germer. Il peut être nécessaire de mettre à profit d'autres personnes pour pouvoir produire ces œuvres à notre place ou en collaboration. Sinon, ça deviendrait tout simplement impossible de concrétiser ces idées et de les rendre tangibles. Par ce moyen, on peut les rendre physiques très rapidement et un maximum. C'est simplement une question de temps. Le temps est compté pour tous et le temps de production ou de réalisation peut paraître extrêmement long. Si vous êtes seul pour produire une sculpture monumentale, vous pouvez prendre 2-3 ans pour la réaliser, alors qu'avec une équipe de 10 personnes, vous mettez quelques mois, quelques semaines. Et entre nous, au final, est-ce très constructif de poncer des heures et des heures, une surface pour la rendre lisse, tout en sachant qu'on la veut lisse et que celle-ci doit être lisse. Une fois qu'on a poncé une surface correctement, est-il pertinent de poncer encore et encore en se limitant à la seule pensée que la surface doit être lisse et en gardant la frustration de ne pouvoir démarrer le projet suivant? Ma volonté à moi n'est pas de devenir un maître ponceur, expert en ponçage. Je suis dans la projection.